Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du lundi 29 mai de F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et aujourd'hui pour vous, retour sur le Grand Prix de Monaco, les séances de qualification plus la course de dimanche. Donc sans plus tarder, passons au week-end de course. Séance de qualification du Grand Prix de Monaco, l'endroit où l'action se passe lors d'un week-end à Monte-Carlo. Eh bien, on s'était pas trompé, puis c'est pas une grosse prédiction de dire que dans un Grand Prix, sur un circuit comme celui de Monte-Carlo, l'action survient souvent le samedi. C'est ce qui est arrivé. On a eu droit à une des meilleures séances de qualification depuis longtemps. C'est définitivement et de loin la meilleure de la saison que nous avons eue samedi. Et on peut même la classer là, dans peut-être un top 5 des dernières saisons. Il y a eu beaucoup d'actions. Du début à la fin, on avait l'impression que la pole était accessible à tous les pilotes. Tous les pilotes, on s'entend, là, tous les pilotes des écuries de pointe, n'importe qui, l'écart était pas très grand, on était capable d'aller chercher, décrocher cette pole-là. On a eu même au départ, on avait Lance Stroll qui a fait le troisième temps. Je t'attends qu'il est arrivé ce qui est arrivé. Là. Lance Stroll, il faut toujours qu'il se passe de quoi dans une fin de semaine où il décroche un peu de sa concentration. Donc, dans la Q2, il a oublié même d'arrêter à la pesée qu'on lui demande. La FIA demande aux voitures aléatoirement d'arrêter pour une pesée, vérifier que le tout est conforme. Et bien là, il a oublié ça. Puis en plus, il avait pas été capable de trouver les bons réglages, mettre les pneus en bonne température pour faire un temps significatif en Q2. Donc, il s'est sorti de là. Mais il y a eu un temps où on pouvait même espérer lors de la Q1 que c'était peut-être même possible pour Lance Stroll de se retrouver parmi les trois premiers. Il y a eu Sergio Perez, lui, qui a eu la crampe au cerveau du week-end là, en Q1, a frappé le mur en commençant, il s'est sorti de là. En plus, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que à Monaco, quand on veut libérer des voitures sur la piste, eh bien, on fait appel aux grues. Il n'y a pas d'autre façon de sortir les voitures. Là. Quand même qu'on essaye de réinventer cette façon-là, il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment une grue qui lève la voiture très, très haute dans les airs. Donc, en la levant très haute, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, toutes les autres écuries ont eu la chance de voir la conception de la Red Bull en voyant le plancher. On sait que depuis les nouvelles réglementations en Formule 1, les planchers, c'est rendu un outil d'autant plus important pour l'aérodynamisme des voitures. Donc là, toutes les autres écuries ont eu la chance d'avoir des photos. Les photographes sont empressés de prendre des photos du dessous de la Red Bull. Donc, ça s'est partagé partout là, dans les réseaux sociaux dans la soirée de samedi. Disons que les autres écuries peuvent dire un beau merci à Sergio Perez pour cette crampe-là au cerveau. Il y a eu la même chose aussi, Lewis Hamilton, dans la séance du samedi matin aussi. Il a réussi, il a frappé le mur et là, on a dû lever sa voiture, donc on a pu voir le dessous de la Mercedes. Mais ça intéresse un peu moins les autres écuries, quoi qu'on a pu voir les changements qui ont été apportés, là, le nouveau dessous de caisse, mais c'est pas, disons qu'il n'y a pas grand monde qui s'empresse de vouloir copier la Mercedes ces jours-ci, ce qui est bien différent des dernières saisons qu'on a connues en Formule 1. Alors ça a été la grosse partie des qualifications et je t'attends qu'on arrive à Q3 où ce que là, l'action elle a monté un niveau. Il y a aussi eu, là, lors de la Q1, Hamilton a passé très près de se faire éliminer. À un moment donné, il était 17e. Il y a eu beaucoup d'actions. Quand c'était le temps, là, on le sait, Lewis Hamilton, il a un talent indéniable. Donc, quand c'est le temps et que ça compte, il a réussi à se sauver puis survivre la Q3. Même chose en Q2, à un moment donné, il risquait l'élimination, ça y prenait un tour, là, il y avait pas, ça passe ou ça casse, il fallait absolument qu'il réalise un tour compétitif. Il a réussi aussi à survivre et se rendre en Q1, puis finalement, à la fin à se rendre en Q3, pardonne-moi, puis en Q3, finalement, il a réussi à faire un temps représentatif là, pour être capable de s'assurer une bonne place sur la grille de départ. Donc ça aussi, ça a mis de l'action tout au long des séances de qualification. Et à la fin, ça s'est terminé avec Charles Leclerc qui avait un bon temps, Alonso qui passe, qui réussit à faire un temps là, qu'on croyait imbattable. Il y a Ocon qui passe aussi, qui vient s'inscrire parmi les personnes qui peuvent décrocher la pole position. Là, vraiment une belle performance de Ocon sur sa Alpine. Et là, il restait que
Max Verstappen à faire son dernier tour. Il fallait absolument qu'il batte le temps de la Aston Martin de Fernando Alonso s'il voulait espérer partir en pole. Eh bien, il avait fini les 2 premiers secteurs du tour. Alors, il y a des gens, j'ai entendu dire un tour incroyable de Max Verstappen. Ben, plus précisément, on peut dire un dernier secteur incroyable parce que c'est vraiment rendu au 3e secteur qui a ouvert la machine. Il était presque un quart de seconde en arrière d'Alonso. Et puis, il a réussi à rattraper tout ce retard-là dans le dernier secteur, qui est le secteur le plus petit sur le circuit de Monaco. On sait que c'est un tour qui est très très petit là, sur Monaco. Donc on n'a pas, si on est normalement quand on est, la tendance dit que quand on est derrière après 2 secteurs, c'est pas dans le dernier secteur qu'on peut rattraper ça. Eh bien, il a fait l'impensable. Il a réussi en frottant pratiquement tous les murs sur son passage pour arriver. Là, il a réussi à rentrer là, comme un pitball à la ligne d'arrivée. Puis il a réussi à décrocher la pole position pour le Grand Prix de dimanche. Donc, ça a été un spectacle incroyable. Il y a Jenson Button qui mentionnait même à la TV que selon lui, c'est la meilleure séance de qualification qu'il a vue dans sa vie. Donc, je ne sais pas si il comptait dans ça les séances que lui a vécues ou seulement les séances qu'il a eu la chance de voir en tant que commentateur, mais pour lui, c'était la qualification la plus excitante qu'il a eu la chance de voir. Donc, heureusement pour le spectacle à Monaco, parce qu'on sait que les dimanches, c'est toujours une autre paire de manches. Là, on parle de plutôt une parade où ce que les voitures ont très peu d'occasions d'être capable d'effectuer un dépassement. On a des voitures qui sont de plus en plus larges. On a rallongé les voitures à chaque année, là, que pratiquement avec les nouvelles générations sont plus larges. Donc les voitures aussi, la visibilité est rendue pratiquement nulle. On a le halo, on a les gros pneus de chaque côté. Donc c'est rendu vraiment quasiment impossible d'effectuer un dépassement sur le circuit de Monaco. Donc voilà pourquoi les séances de qualification du samedi sont autant importantes et le spectacle n'a pas déçu. Et maintenant, on peut passer au dimanche de course. Grand Prix de Monaco, eh bien, une fin de semaine à Monte-Carlo ne serait pas pareil sans une malchance pour le héros de la place, Charles Leclerc. Samedi, après la séance de qualification, on a appris la nouvelle comme quoi il avait été pénalisé de 3 places sur la grille. Lui qui avait signé le 3e temps le samedi, eh bien, on le pénalisait de 3 places sur la grille pour le Grand Prix de dimanche à cause qu'il a bloqué Lando Norris dans le tunnel. Et Lando Norris nous a fait part après ça dans sa conférence de presse comme quoi qu'il y a un gentleman agreement, un accord de bon monsieur, je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français, mais comme quoi on ne ralentit jamais dans un tunnel. Eh bien, moi, je trouve que ça a bien du bon sens. Surtout que à la vitesse qu'ils prennent ce tunnel-là, il est dans une courbe, il y a l'écart de luminosité qui se fait, même si on dit que ça n'affecte pas tant que ça les pilotes quand on rentre à la noirceur et on ressort à la luminosité, mais quand même, je trouve que c'est une bonne place où ne pas ralentir. Il y a un tort qui revient à Charles Leclerc parce qu'il n'a pas respecté cet accord-là qu'on a entre les pilotes, mais il y a aussi un tort qui revient, encore une fois, à l'écurie et à son ingénieur de piste qui aurait dû lui signaler que Lando Norris était toujours à l'arrière et sur un tour rapide. À ce moment-là, ça aurait pas été compliqué de dire « Charles, je vois que tu ralentis parce qu'on a accès à ces données-là. Je vois que tu es dans le tunnel. » Aussi, ça aurait été une bonne idée d'y rappeler. Et puis, troisièmement, tu as Lando Norris qui s'en vient à toute vitesse sur un tour rapide, qui n'a toujours pas complété sa séance de qualification. Donc, veux-tu réaccélérer et t'enlever de dans le chemin pour être sûr qu'on ne soit pas pénalisé? Donc, ça serait le message qu'il aurait dû être envoyé à Charles Leclerc, mais ça n'a pas été le cas. Plusieurs saisons déjà pour l'écurie italienne, on connaît des phrases. Quand c'est pas les pilotes, eh bien c'est l'écurie. Et on réussit même parfois à trouver une façon d'être les deux en même temps de commettre une erreur pour alimenter le tout, de pouvoir avoir sûr d'avoir un week-end qui sera gâché. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. On a relégué notre voiture avec Charles Leclerc à l'intérieur, plus loin sur la grille, à cause de ce manque de communication-là et ce manque de planification. Eh bien, c'est ce qui donnait la place pour un départ dimanche. On prévoyait de la pluie. Finalement, on n'avait pas de pluie au départ. On disait que ça arriverait plus tard dans l'épreuve. Ça restait à voir. Certains écuries disaient pas de pluie. Il y en a qui disaient que oui. Il y en a qui disaient 15 minutes avant la fin. Il y en a qui, en tout cas, on avait plusieurs versions. Mais ça donnait droit à un départ en pneus secs sur une piste qui n'était pas trempée. Et là, où l'action a commencé, c'est quand on a retiré
les couvertures sur les pneus, eh bien, à ce moment-là, les enveloppes chauffantes qu'on met sur les pneus, et à ce moment-là, c'est là qu'on a vu que les Red Bull avaient favorisé les pneus médiums, mais pour les Aston Martin, on a choisi d'aller en gomme dure. On a même eu Christian Horner qui a avoué après la course que dès qu'ils ont vu ça, eh bien, ils ont fait appel à Anna Schmitz, qui est vraiment là. Si vous voulez savoir qui a des bonnes stratégies en Formule 1, vous vous fiez à Red Bull et à Anna Schmitz. Quand vous voyez Red Bull faire quelque chose, des fois, ça peut paraître comme pourquoi ils ont fait ça, pourquoi la chose. Mais prenez toujours le temps d'analyser, voir pourquoi, parce que souvent, ils ne se trompent pas. Ils ont vu des choses, ils ont accès, ils ont les meilleures données, ils ont les meilleurs programmes de calcul de stratégie dans tout le peloton de Formule 1. C'est vraiment eux autres. Donc, à ce moment-là, quand on a vu eux autres qui ont pris les gommes médiums par rapport aux gommes dures, automatiquement, ça l'a un peu surpris Red Bull, mais on a tout de suite commencé à faire des calculs pour trouver une façon de s'en sortir. Même si ça nous a pris par surprise, on a dit on va trouver une façon que les médiums vont fonctionner assez longtemps pour pas qu'on se fasse jouer un tour par les gommes dures. Eh bien, à ce moment-là, pendant ces temps-là, on se faisait des calculs, mais ce qu'on pouvait pas se douter, c'est que Max Verstappen allait réussir à accomplir 55 tours sur ces gommes médiums. Quand on parle des recommandations, on parle d'une trentaine de tours. Puis les voitures, c'est ce qu'on a fait. Les gars comme Hamilton et compagnie, on a fait une trentaine de tours sur les gommes médiums. Mais chez Red Bull, on a décidé de dire à Verstappen, profite de tes gommes médiums pour gagner du temps. Parce que sur la grille de départ, où que ça s'est joué, c'est que Aston Martin, en choisissant une gomme plus dure, on a sacrifié de la performance au départ. Donc, on n'a pas pu aller faire jeu égal et essayer de remporter la position de la première position au premier virage à Monaco. Parce que c'est surtout là que ça se joue. On sait, là, une fois qu'on a viré, on a tourné le premier virage, à ce moment-là, après ça, ça devient plus une parade que d'autres choses. Alors, c'est là que ça se joue. Mais on a décidé de dire non, on va sacrifier cette chance-là, puis on va faire du long terme. On va essayer de gagner cette première position-là. Quand Verstappen va user ses pneus avant nous, il va devoir rentrer. Nous, on va rester en piste. Un peu le même tour que Red Bull a joué à l'interne, que Max Verstappen a joué à Sergio Perez lors du Grand Prix de Miami. De dire, moi, je pars avec une gomme dure, toi, tu y vas en médium, puis pendant que toi, tes gommes vont s'user, tu vas commencer à perdre du temps en piste, tu vas devoir rentrer, et moi, je vais bénéficier de ce temps-là avec pas de trafic en avant de moi pour combler l'écart qu'on a. Mais c'est cette stratégie-là qu'on a essayé chez Aston Martin, sauf que là où ce que ça s'est joué qu'on n'a jamais pu planifier, c'est le 55 tours de Max Verstappen en gomme médium. Il a réussi à étirer ça jusqu'au temps que la pluie a commencé, parce que oui, même si on disait qu'il n'y en aurait pas de pluie, que oui, il y en aurait, que non, il n'y en aurait pas, mais il a fini par en avoir en fin d'épreuve, et c'est là que ça a commencé. Ça a créé toute la turbulence de dire on rentre pas, on rentre pas. Aston Martin a décidé de rentrer en premier, parce que la gomme dure perdait plus de température. Donc, le déclin de température se faisait plus rapidement sur les gommes dures. À ce moment-là, il perdait du temps sur Verstappen. Verstappen réussissait à ajouter sur son écart. Et là, on a décidé que là, ça en était assez. Alonso rentrer, mais on a décidé de conserver des gommes pour des températures secs. On n'a pas voulu aller tout de suite vers l'intermédiaire. Puis quand il est ressorti, Alonso il s'est rendu compte que c'était une erreur, donc il a dû retourner aux pluies et changer ses pneus. Là, c'est là que ça a ouvert plusieurs discussions. Vous étiez nombreux d'entre vous à mentionner que si Aston Martin n'avait pas fait cette erreur-là, Alonso aurait gagné le Grand Prix de Monaco. Eh bien, les données aujourd'hui à tête reposée qui sont disponibles, qu'on peut analyser, moi, j'avais commencé à les regarder déjà dimanche, parce qu'on pouvait déjà voir avec les temps qu'il y avait et les choses, puis ça pointait pas dans cette direction-là. Ça pointait dans la direction que, erreur pas erreur, il aurait terminé derrière Verstappen à cause de l'écart que Verstappen avait déjà réussi à creuser dans les 55 premiers tours. Eh bien, les analyses qui ont été rendues, qui ont été données aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont pris le temps d'observer ça, eh bien, ça pointe dans la même direction. Il n'y a rien qui prouve que Alonso aurait gagné, même s'il avait changé pour les bons pneus, à cause du fameux 10 secondes qui avait augmenté même. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Alonso, à cause que s'il perdait plus de température en pneus sur sa gomme dure, eh bien, ces tours-là où il a perdu plus de temps sur Verstappen a accumulé un écart. Et même en ressortant avec une gomme intermédiaire, il n'aurait pas pu combler cet écart-là que Verstappen avait gagné pendant ce tour-là. C'était déjà perdu.
parce que la piste avait continué de se détériorer. Les conditions étaient pires. Alors, c'était impossible pour Alonso de rouler aussi vite que Verstappen avait fait dans les 2 derniers tours et rattraper ce temps-là. Donc, lui-même l'a mentionné après la course, là, à tête, il était déjà à tête chaude, là, ou tête froide, je sais pas, vous pouvez le dire comme vous voulez, mais tout de suite en sortant de l'auto, il savait déjà il a dit, il a fait 55 tours sur ses médiums, on n'avait plus de chance rendu là. Eh bien, c'est ce que les statistiques aujourd'hui pointent dans la même direction, que ça s'était joué avec Verstappen qui a réussi à accomplir 55 tours en médium, mais il n'y avait plus rien d'autre à faire. Ensuite aussi, on a vu, il y avait 16 secondes d'écart au 61e tour. Ça, c'est une fois que tous les arrêts au puits sont réglés. Là. Il n'y a plus d'autres arrêts au puits. Il n'y en a pas eu, c'est pas eu 2 choses. Une fois que tout est réglé, qu'on peut vraiment compétitionner un contre l'autre, Verstappen contre Alonso pour la victoire, il y avait un écart de 16 secondes entre les deux voitures et le Néerlandais a réussi à creuser cet écart-là d'un autre 10 secondes pour terminer 26 secondes devant la Aston Martin du double champion du monde, Fernando Alonso. Ça, en quoi là, c'est un autre accomplissement. Là. Ça, c'est impressionnant là, de réussir dans des conditions trempées, même qu'on voyait, même des fois, il patinait, il continuait, il n'a jamais levé le pied, il a continué à augmenter la cadence et à creuser cet écart-là. Donc, c'était tout un accomplissement de repousser ça à un autre 10 secondes supplémentaire d'écart pour terminer 26 secondes devant un pilote de la trempe de Fernando Alonso. Sans compter aussi qu'il a terminé 2 tours d'avance sur son autre sur l'autre Red Bull, son coéquipier Sergio Perez. Ça n'a pas dû être facile. Là. Mentalement, là, pour Sergio Perez, là, on se rappelle à Miami, il part premier, il se fait rejoindre par Verstappen qui vient gagner la course avec environ, si je me rappelle bien, c'était 6 secondes d'avance. Et puis là, lui, il continue de dire au monde, non, moi je peux être champion du monde, faut que je m'impose, je sais que c'est ma saison, je peux rivaliser avec Max. Fait une erreur le samedi, puis en piste dimanche, il voit 2 fois son coéquipier passer à côté de lui. Oui, Perez a été coincé derrière Stroll. Oui, il y a eu un accident avec Russell qui a fait un tout droit puis a décidé de mettre ça sur le reculon puis de rentrer dans Perez. C'est passé plusieurs choses, mais quand même le côté mental, là, de voir 2 fois la voiture qui a les mêmes couleurs que toi et ton coéquipier, ton adversaire au championnat du monde, le voir 2 fois et devoir te tasser pour le laisser passer, ça, c'est pas facile psychologiquement. Donc, beaucoup de pression sur Sergio Perez au Grand Prix d'Espagne au week-end prochain. Ça va être à surveiller. Pour Lando Norris aussi, McLaren, on savait, on avait des belles couleurs en fin de semaine, on avait pour la triple couronne une belle performance. Malheureusement, lui aussi, il disait qu'il y a eu une petite erreur côté stratégie. On est rentré pour mettre les pneus durs. On est venu pour changer les pneus, mais on aurait dû tout de suite aller en intermédiaire. On est rentré 2 tours avant que la pluie commence. C'est juste une malchance ou une mauvaise planification. Chez McLaren, on croyait qu'il n'y aurait pas de pluie. Donc, chaque équipe a leur propre météorologue, leurs propres analyses radar. Et l'analyse radar chez McLaren, c'était qu'il n'y aurait pas de pluie lors de l'épreuve. 2 tours plus tard, la pluie tombait et s'abattait sur le circuit. Donc, là, ça a été une erreur, mais on a quand même réussi à sauver les meubles et avoir 2 voitures dans les points pour McLaren. Ferrari, mauvaise gestion de stratégie. On a fait rentrer Carlos Sainz qui ne voulait pas rentrer. Carlos Sainz aussi avait abîmé un aileron. Fait que ça aussi, c'est venu gâcher un peu son week-end. Il est rentré dans Ocon. Fait qu'à ce moment-là, c'est venu troubler un peu sa fin de semaine. Mauvaise stratégie. Charles Leclerc dit que sa voiture n'avait pas la vitesse nécessaire pour rivaliser. Donc, ces erreurs-là chez Ferrari, ça a ouvert la porte aux 2 Mercedes. Ça a ouvert la porte à Lewis Hamilton qui a fait une très belle course, finir 4e. George Russell qui a fait une bonne course, j'attends son tout droit et qui a reculé dans Perez, ça allait bien jusque-là. Mais il a quand même réussi à finir 5e avec une pénalité de 5 secondes, mais l'écart était trop grand entre lui et Leclerc pour que Leclerc puisse faire quoi que ce soit. Donc, ça a sécurisé sa position. Donc, les Mercedes, encore une fois, réussissent à ramasser les miettes. Là. Les équipes en avant font des erreurs, mais eux autres, ils réussissent à sauter là-dessus puis aller chercher des points puis rester compétitifs dans le championnat. Toto Wolff a mentionné que la voiture Mercedes, avec les améliorations qu'on a apportées lors du week-end, on sait que c'était supposé être à Imola, mais on les a apportées à Monaco, même si c'est pas l'idéal, eh bien, Toto Wolff va mentionner qu'on a pris une voiture qui était, dans les mots, la meilleure traduction française, on peut dire une voiture qui était terrible, puis on en a fait une voiture qui était pas bonne. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, une voiture horrible à une voiture pas bonne. Pour lui, c'était son analyse, mais il garde encore confiance là, parce que oui, même si on n'a pas eu les performances qu'on voulait nécessairement, c'est quand même Monaco et c'est vraiment en Espagne qu'on va être capable d'aller extraire les meilleures données pour savoir si les améliorations et la lignée qu'on a choisi de prendre est la bonne pour le futur chez Mercedes. Donc, ça va être à surveiller au Grand Prix d'Espagne. On se rappellera qu'on avait bien fait la saison dernière, même si la W13 n'était pas un succès, on avait quand même eu des beaux résultats au Grand Prix d'Espagne. Donc, ça va être important à surveiller. On n'a pas de très grande ligne droite en Espagne. On a beaucoup de courbes et des chicanes. Donc, à ce moment-là, ça favorisait plus la conception de la
Mercedes. Eh bien, ça, c'est ce qu'on a eu pour ce Grand Prix-là. Là, on a eu plusieurs autres en arrière. On a eu Tsunoda qui a eu des problèmes avec ses freins. Finalement, il menait une bonne course jusque-là. Mais on peut dire que la grosse accomplissement du dimanche, ça a été Esteban Ocon qui finit sur le podium. Il a réussi à avoir la 3e position. Ça, c'est beau, c'est un bel accomplissement. C'est le premier podium en 2023 pour l'écurie Alpine. On sait qu'on a eu beaucoup de pression de la part du PDG, CEO des compagnies Renault et Alpine lors des dernières semaines. On a mis beaucoup de pression sur le directeur d'écurie Otmar Zafnauer. Alors, à ce moment-là, c'est des résultats qui sont très appréciés pour l'écurie française. Il arrive au bon moment, venir un peu relâcher la pression qu'on avait. Et aussi, Esteban Ocon, ben, il mérite. Là, il n'y a pas toujours des bons résultats. Souvent, il fait des erreurs plus souvent qu'autrement. Donc, d'avoir un peu de valorisation en décrochant une 3e place. On sait aussi qu'il y a de la compétition avec lui et Pierre Gasly. Donc, il y a fort à parier que Pierre Gasly va être très compétitif au Grand Prix d'Espagne. Il va vouloir rattraper des points sur Esteban Ocon. Donc, ça va être intéressant de voir. Pour le pilote de la journée, c'est égal sur la page de F1 Podcast jusqu'à présent. Il y a autant de votes pour Max Verstappen que pour Esteban Ocon. Je pense que c'est bon jeu. Esteban Ocon, pour ma part, personnellement, moi, je ne l'ai pas pris. C'était mon 2e choix pour le pilote du jour. Mon vote est allé à Max Verstappen pour les accomplissements que j'ai mentionnés plus tôt. 55 tours en médium, ce qui est incroyable. Finir 26 secondes d'avance sur un pilote de la trempe de Fernando Alonso, 2 tours d'avance sur ton coéquipier qui est dans une Red Bull, résister la pluie, c'est quand même Monaco, la concentration que ça prend pour rouler à l'avant, donc tous ces côtés-là, pour moi, ça a été Max Verstappen, mon pilote du jour, mais le 2e choix, je comprends qu'Esteban Ocon arrive au 2e rang, c'est quand même été une surprise, quoique pendant la course, eh bien, il a eu à seulement conserver sa place et positionner sa voiture en plein milieu, parce que c'est très dur de dépasser là, à Monaco. Donc, pour ça, ce côté-là, il a bien fait, mais on se rappellera aussi l'écart qu'il a terminé là, après les 3-4 premiers tours. Là. Alonso a pu se permettre de faire 2 arrêts au puits sur Esteban Ocon, à quel point il était loin des 2 meneurs. Là. Donc, à ce moment-là, il aurait peut-être pu être un peu plus compétitif dans ses temps, mais je comprends qu'il allait peut-être plus conservateur pour juste conserver les points, bien entendu, de la Alpine sur un premier podium. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que mon vote est allé à Max Verstappen pour le pilote du jour. Mais pour l'instant, au moment où on se parle, c'est toujours égal, le même nombre de votes pour Verstappen, pour Ocon. Donc, on peut déclarer que les deux sont les grands gagnants de la journée et du Grand Prix de Monaco. Et c'est ce qui complète le dimanche de course. Passons à vos questions, vous, les membres de F1 Podcast. Première question nous vient de Ted de Laval qui nous demande quelle est votre perception du Grand Prix de Monaco et croyez-vous qu'il a encore sa place dans le championnat du monde de la Formule 1? Eh bien, c'est une très bonne question, Ted. Je sais que il y a plusieurs d'entre vous qui sont tannés de ce Grand Prix-là, qui le trouvent plate, qui trouvent qu'il n'a plus sa place. Pour moi, mon opinion, je pense qu'il doit rester. Je suis un peu un puriste et un conservateur du sport de la Formule 1. Je pense que le Grand Prix de Monaco a sa place, un peu comme Wimbledon a sa place au tennis. On sait que Evan Lendl avait déjà mentionné, un célèbre joueur de tennis tchèque, comme quoi que le gazon à Wimbledon, bien, le gazon c'était fait pour les vaches. Eh bien, il y en a plusieurs qui ont un peu cette opinion-là face à Monaco de dire que ça n'a pas sa place. C'est juste des suites. On suit derrière les rails. C'est une parade, c'est pas une course. On dénature la Formule 1. On veut vraiment voir les voitures bagarrer en piste, avoir des dépassements. Donc, il y a ce côté-là que pour certaines personnes, Monaco ne représente pas un Grand Prix de Formule 1, mais plutôt une démonstration des voitures à travers les routes, même avec les vitesses très peu élevées. Là, c'est les vitesses les plus basses du championnat. Donc oui, il y a certaines personnes qui pensent ça, mais moi je pense qu'on a le droit de le garder parce que c'est une place, c'est une place qui reste membre de la triple couronne. On ne veut pas dénaturer ça du sport. On sait l'importance que la triple couronne a. Et puis c'est aussi une place qui vient montrer le calibre des champions. Donc, pour gagner Monaco, tu fais ton nom à Monaco. Là. Si tu es capable de gagner un Grand Prix dans les rues de Monte-Carlo, eh bien, tu viens cimenter ta légende dans le sport de la Formule 1. Donc, cet endroit-là, il faut la garder. Ça nous donne place à des qualifications qui sont impressionnantes le samedi. Oui, les courses, s'il n'y a pas de pluie, si c'est des courses à température sec, et bien à ce moment-là, le spectacle est moins relevé. Heureusement qu'on a eu la pluie lors du week-end pour donner un peu de spectacle. Mais à ce moment-là, je pense que c'est une partie du championnat de Formule 1. Ça fait partie de l'héritage de l'histoire. C'est un des plus vieux Grands Prix. Donc, c'est une épreuve pour moi qui doit rester pour conserver l'intégrité de la Formule 1. Je tiens à voir ce Grand Prix-là rester.
mais je ne dis pas non à quelques modifications. Je ne parle pas des modifications sur le circuit. Je sais qu'on veut garder ça le plus proche possible à ce que ça ressemblait, mais je parle à des modifications peut-être des voitures. On s'en va vers 2026. Je ne sais pas si les plans ont été pris en conséquence. Là, on commence à parler peut-être de modifications côté aérodynamique, mais essayer de faire que les voitures soient un peu plus petites, peut-être un peu moins larges, pour qu'on soit capable justement d'en positionner une à côté de l'autre sur la piste. Et ça ne serait pas juste bon à Monaco, ça serait bon sur plusieurs autres circuits, d'être capable d'avoir des voitures qui peuvent rouler 2 de large, peut-être même fois 3 de large. Ça alimenterait grandement le spectacle. La deuxième question nous provient de Nathan de Montréal qui nous écrit « Il s'agit de la première saison où je suis la Formule 1. Je découvre le sport à travers votre podcast. Croyez-vous qu'un jour une femme aura sa place en Formule 1? » Eh bien, il s'agit d'une très bonne question, Nathan, même si la société de nos jours, en 2023, favorise souvent le politiquement correct plutôt que les réponses logiques et honnêtes. Eh bien, je ne tomberai pas là-dedans. Je vais vraiment offrir mon opinion là-dessus en toute honnêteté. Le bout important de votre question est « Croyez-vous qu'un jour elle aura sa place? » Eh bien, moi, pour moi, part, c'est non. Je ne crois pas qu'un jour, une femme aura sa place dans le championnat du monde de la Formule 1. Est-ce qu'il y en aura une qui va réussir à obtenir un volant dans les prochaines années au sein d'une écurie? Eh bien, je crois que oui. Oui, on aura une femme en Formule 1 dans les prochaines années. Il y a une pression qui se fait à cet égard-là. Il y a aussi des catégories qui sont mises en place pour préparer de meilleure façon une femme à être capable de progresser et de monter en Formule 1. Est-ce qu'elle va être là pour les bonnes raisons? Non, je ne le crois pas. Je pense qu'elle va être là plutôt pour un outil marketing. Je vous explique pourquoi. Est-ce qu'une femme est capable de remporter une épreuve et de se démarquer dans une journée sur une course? Peut-être qu'elle a la possibilité. On sait que Billie Jean King nous l'a déjà montré au tennis. Mais au tennis, malgré que c'est déjà arrivé qu'une femme a battu un homme, on sépare encore les deux sexes. Il y a encore les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, la WTA et l'ATP de l'autre côté. On ne mélange pas plus les sexes, on ne fait pas d'affrontement homme-femme. Parce qu'est-ce que ça peut arriver sur un jour donné qu'une personne gagne? Oui, comme j'ai dit, Billie Jean King nous l'a montré. Donc, est-ce qu'une femme, sur une journée donnée, peut peut-être remporter une course? Oui, sauf que la différence est que au tennis, on affronte un adversaire contre un autre. Mais en Formule 1, il ne faut pas qu'elle batte seulement un homme. Il faut qu'on en batte 20 autres ou 19 autres, dépendamment comment les grilles vont être rendues lorsqu'elle va réussir à progresser. Donc, pour l'instant, si demain matin, on avait une femme en Formule 1, bien, elle devait, sur une fin de semaine donnée, battre 19 autres hommes qui vont se mesurer à elle. Ça devient une tâche qui est assez compliquée à réaliser. Oui, il y a la donnée qui vient toujours brouiller un peu l'opinion de dire il y a une voiture qui est impliquée. Donc, une femme a un permis de conduire comme un homme, donc une femme est capable de conduire et en course, elle est capable de rouler aussi vite que les hommes parce que la W Series l'a montré qu'il y avait des femmes qui étaient capables. Sauf que la série W ou la F1 Academy, on a des voitures qui sont bien différentes. On parle d'environ 200 à 300 chevaux versus 1000 chevaux pour une Formule 1 et une voiture beaucoup plus lourde en Formule 1, beaucoup plus dure à manier, beaucoup plus demandante physiquement. Alors, il y a ce côté-là aussi de dire on va changer la donne, on va rentrer, c'est carrément un autre sport. Donc, être capable de maintenir la voiture sur des saisons qui impliquent 22 courses, eh bien là, c'est là que ça va devenir compliqué d'être capable de maintenir la cadence physiquement durant toutes ces saisons-là. Là, comme je disais, oui, il y a la donnée de dire « Ah, mais c'est juste piloter un auto, l'homme est capable, la femme est capable. » Si vous prenez le bobsleigh pendant les Olympiques, eh bien, on a les femmes puis on a les hommes. On les mélange pas, malgré qu'il y a 50% du sport qui vient de piloter le bobsleigh dans les rampes. Alors, ça, il y a juste 50% du sport qui vient à piloter, mais le 50% physique qui est de pousser le bobsleigh pour aller chercher de la vitesse en descendant dans la descente, eh bien, ce côté-là, on peut pas le dénier, là. Il est vraiment important, là. Il est pas négligeable, ce calcul-là. Donc, c'est la même chose pour la Formule 1. Oui, on a la voiture. Si on assit une femme dans une voiture, dans la Red Bull, elle va sûrement réussir à être compétitive. Mais le 50% physique d'une épreuve de Formule 1 et de 22 Grands Prix sur une saison complète, c'est ce côté-là que ça va dissocier la femme de l'homme. Comme dans tous les sports, comme dans le basketball, comme dans le hockey, comme dans tous les autres sports, le côté physique, la nature biologique de la femme n'est pas la même. C'est pas la même physionomie. Donc, c'est là que ça va se départager. Donc, est-ce qu'une femme est capable de rentrer en Formule 1, de compétitionner
quand on dit compétitionner, c'est de se promener avec les hommes dans un temps assez compétitif pour pas que ça soit dangereux. Oui, il est capable, mais le but, c'est d'avoir les 20 meilleurs pilotes au monde et d'avoir une possibilité que si les pilotes ont une bonne voiture, qu'ils soient capables d'avoir une possibilité de remporter un championnat du monde. Donc, à ce moment-là, ça serait de mettre quelqu'un dans une voiture qui a très peu de chances d'être capable de remporter plusieurs épreuves sur 22 courses et d'être sacrée championne à la fin d'une saison. Donc, pour cette raison-là, je ne vois pas pourquoi qu'une femme aurait un jour sa place en Formule 1, comme pour l'instant, on ne voit pas de femmes jouer contre les hommes au tennis, on ne voit pas de femmes jouer au basketball, on a la WNBA, on est séparés. Donc, dans tous les sports olympiques ou les sports professionnels, pour l'instant, les femmes ne se mesurent pas aux hommes. Donc, c'est pas le fait qu'il y a une voiture d'impliquée qui va venir changer la donne et faire qu'une femme va être capable de s'en sortir à travers les hommes. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Le prochain rendez-vous d'F1 Podcast sera vendredi en marge du Grand Prix d'Espagne. D'ici là, envoyez-nous vos commentaires ou vos opinions sur notre page Facebook, par Messenger ou notre adresse courriel f1podcast@gmail.com. Merci d'avoir été là et bonne semaine!